Bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts d'Alternatives économiques, une série consacrée aux journées de l'économie autrement qui ont eu lieu à Dijon les 28 et 29 novembre 2025. Les idées qui changent la vie, quelle boussole face aux tempêtes et crises, comment retrouver du commun. Les journées de l'économie autrement, c'est 2 jours de débat pour agir dans un monde bouleversé. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump bouscule le fonctionnement de l'économie mondiale. Dans cet épisode, découvrez quelles seront les conséquences de la politique du président américain. L'ouragan Trump emportera-t-il l'économie mondiale ? Une table ronde animée par Juliette Le Chevalier, journaliste à Alternatives économiques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 10e édition des Journées de l'économie autrement. Je suis ravie de vous accueillir pour cette table ronde consacrée à l'impact de l'économie mondiale que peut avoir le 2e mandat de Donald Trump. Depuis le 19 janvier 2025 et le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, l'ordre économique mondial a déjà bien été changé par un certain nombre de ses décisions. Entre ses décisions erratiques, sa volonté affichée de rompre avec les règles qui ont structuré la mondialisation et la finance depuis plusieurs décennies, et la géopolitique par la menace qu'il a mise en place. On se demande forcément si l'ouragan Trump va finir par emporter l'économie mondiale sur son passage. Et c'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui avec mes intervenants. Je suis donc ravie d'accueillir Vincent Vicard, économiste adjoint, directeur au CEPI, donc le Centre d'études prospectives sur l'économie internationale, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça. Bonjour. C'est bien ça, bonjour. Véronique Richeflor, économiste indépendante à la tête de Richeflor Research. Oui, bonjour. Guillaume Duval, ancien directeur d'Alternatives économiques et actuellement conseiller auprès de l'Institut Jacques Delors. Et enfin, Éric Monet, directeur d'études à l'EHESS, professeur à l'École d'économie de Paris et membre du CEPR. Je vous propose d'aborder la discussion en 2 temps, en commençant par aborder plutôt les effets qu'il y a eu sur la guerre commerciale et ensuite de parler des conséquences des actions de Donald Trump sur la finance et le système monétaire international. Et donc, au niveau commercial, dès les premiers mois de son mandat, Donald Trump a commencé par imposer des droits de douane sur certains secteurs, l'acier, l'aluminium, l'automobile, puis sur l'ensemble des biens de la plupart des pays du monde lors de ce qu'il a appelé le Liberation Day. Et malgré quelques accords conclus avec certains pays, notamment l'Union européenne, pour réduire ces tarifs douaniers, leur niveau reste aujourd'hui très élevé. On se demande donc tous quelles conséquences la guerre commerciale de Trump a-t-elle déjà pu engendrer, Vincent Vicard ? Merci. Je vais commencer déjà par ce dont on est certain. Et donc, ce dont on est certain, c'est l'augmentation justement de ces droits de douane. Alors, il y a eu beaucoup d'annonces, des annonces, des retours en arrière, etc. Donc, juste pour remettre les choses en perspective, avant l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, donc en janvier 2025, on avait des droits de douane américains qui étaient de l'ordre de 5% sur les importations des États-Unis. C'était de l'ordre de 5%, avec des droits de douane beaucoup plus élevés sur la Chine, qui datait notamment du premier mandat de Donald Trump, mais pas seulement, qui n'avait pas été remis en cause par Joe Biden. Et puis des droits extrêmement faibles sur l'ensemble des autres partenaires, de l'ordre de 2%. Aujourd'hui, alors ça dépend un petit peu comment on compte, mais aujourd'hui, on est à peu près à 16% de droits de douane moyens sur l'ensemble des importations des États-Unis. Donc on est sur une hausse qui est vraiment une hausse substantielle, extrêmement importante. Et pour rappeler, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu, ce niveau de droits de douane pour un pays riche, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu à peu près au moins depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est quelque chose qui est important. On a des variations. Alors on a eu des variations jusqu'à 150% pour la Chine, après avec un retour en arrière. On a des pays qui sont beaucoup plus touchés, le Brésil, l'Inde par exemple, qui sont à 50% de droits de douane. Puis on a des produits qui sont beaucoup plus touchés, avec l'acier, l'aluminium, avec des droits de douane de 50%. On a certains médicaments pour lesquels les droits de douane, c'est de l'ordre de 100%. Donc voilà, on a vraiment quelque chose qui est inédit depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est le premier élément du côté américain. Le deuxième élément, c'est la réponse des autres pays. Et de ce point de vue-là, on a eu aussi des choses qui sont assez inédites.
On a eu 3 types de réponses finalement. Du côté européen, mais aussi des pays riches, finalement, des pays riches. On a eu essentiellement des accords qui ont été, alors qu'on ne peut pas vraiment qualifier d'accords commerciaux au sens littéral du terme, parce que c'est des accords qui sont très asymétriques. Et c'est des engagements en général de la part des partenaires des États-Unis à baisser leurs droits de douane et à accepter la situation imposée par les États-Unis. Donc on a eu donc l'Union européenne, le Japon, la Corée du Sud, un certain nombre de pays asiatiques, la Malaisie, qui ont accepté ce type d'accord, et le Royaume-Uni. On a eu une deuxième type de réaction, qui est la Chine, et dans une moindre mesure le Canada, qui ont mis en place des représailles extrêmement importantes, et notamment dans le cas de la Chine, quelque chose qu'on n'avait pas vu à ce niveau-là, alors l'imposition de droits de douane, mais surtout des restrictions à l'exportation sur les terres rares qui sont des éléments, des minéraux qui sont nécessaires à la production de la plupart des technologies aujourd'hui, et notamment des technologies vertes nécessaires à la décarbonation, mais de la plupart des technologies utilisent ces terres rares qui sont majoritairement produites en Chine. Donc ça, c'est vraiment de cette ampleur-là, des restrictions à l'exportation de cette ampleur-là, on ne l'avait pas vu aussi depuis extrêmement longtemps, voire on n'a pas vraiment de précédent historique, parce que c'est vraiment des technologies qui sont des minéraux qui sont utilisés dans l'ensemble des technologies et qui ont la possibilité de bloquer une bonne partie de l'économie mondiale. Et puis, on a un troisième type d'acteurs et qui finalement se retrouve, c'est ceux que j'ai cités qui étaient plus ciblés par les États-Unis, le Brésil et l'Inde, qui ont adopté, eux, une position de fermeté en refusant de négocier et en maintenant leur positionnement. Et notamment, il y avait des questions politiques qui étaient derrière, l'importation de pétrole russe par l'Inde et les questions du traitement de Bolsonaro par la Cour suprême brésilienne, donc un traitement de fermeté. Donc voilà, ça c'est pour les éléments qu'on a. Donc on a des éléments inédits du côté américain, des éléments inédits du côté de la réaction des partenaires commerciaux. Et ce qui est plutôt moins certain, c'est l'effet sur le commerce international. Ce qui est assez étonnant, et je pense que si on se remet quelques années en arrière, on aurait interrogé la plupart des économistes sur quel aurait été l'impact de toutes les annonces qu'on a eues aujourd'hui. On aurait pensé qu'il y aurait eu un effondrement du commerce international, et pourtant on n'a pas eu d'effondrement du commerce international. Le taux d'ouverture international, c'est-à-dire le commerce divisé par la production mondiale ou le PIB mondial, est resté relativement stable. Et aujourd'hui, le commerce international ne s'effondre pas. Mais on a une redéfinition de la géographie du commerce international. On a beaucoup moins d'exportations chinoises vers les États-Unis, mais plus d'exportations chinoises vers le reste du monde. Et puis, on a un certain nombre, les Européens aussi, le commerce européen vers les États-Unis commence à baisser. Mais on a un effet qui est assez inattendu de ce point de vue-là. Et du point de vue américain, on a un effet qui est... on a une baisse des importations, mais on a une baisse des exportations qui est encore plus importante que la baisse des importations. Et donc, un des arguments de Donald Trump qui était de mettre des droits de douane pour réduire le déficit commercial, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu s'opérer, en tout cas jusqu'à maintenant. Et une deuxième dimension, et je finirai là-dessus pour ne pas être trop long, une deuxième dimension de ce qui était attendu, ou en tout cas annoncé par Donald Trump, qui était la volonté de réindustrialiser les États-Unis, de refaire venir des activités de production industrielle et de production manufacturière aux États-Unis. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'observe pas, en tout cas pour l'instant. On a plutôt une baisse de l'emploi manufacturier aux États-Unis, malgré toutes les annonces qu'on a pu avoir. On a eu des annonces, et d'ailleurs il y a beaucoup de communication du point de vue du gouvernement américain. Il y a beaucoup de communication sur le montant de ces annonces d'investissement, que ce soit par le constructeur automobile, les constructeurs de semi-conducteurs, éventuellement des transporteurs internationaux, CMA, CGM dans le cas français, qui ont annoncé des investissements extrêmement importants aux États-Unis, dont on a du mal à voir la matérialisation aujourd'hui. Et en tout cas, ça ne se traduit pas par plus de production industrielle aujourd'hui et pas plus même d'investissement. On ne voit pas dans les statistiques d'investissement dans les locaux industriels. On n'a pas une augmentation importante alors qu'on l'avait pour le coup. Sous Joe Biden, on avait une augmentation de l'emploi industriel et de la construction de locaux industriels qui était un signe de réindustrialisation en lien avec les plans qui avaient été mis en place, notamment l'Inflation Reduction Act
et le CHIPS Act qui visait justement à réindustrialiser sur le sol américain certains secteurs verts et les semi-conducteurs. Merci Vincent Vicard. Et donc, comme vous l'expliquez, même si l'ampleur inédite des droits de douane n'a pas forcément fermé le commerce international, ça a chamboulé les chaînes de valeur mondiales. Et ça a pu menacer l'accès à certaines ressources. Vous parliez des terres rares. Selon vous, Véronique Richeflor, cela a pu faire planer le risque d'un renchérissement structurel des prix sur certaines ressources et certaines matières premières. Est-ce qu'il y a une menace d'inflation globale ? Il y a probablement une menace d'inflation effectivement globale dont le terme est assez incertain. Mais si vous prenez les fondements de la politique de Donald Trump, finalement, on érige des barrières déjà. Alors des barrières qui fluctuent, qui n'ont pas forcément un impact très négatif sur le commerce. Le commerce mondial est extrêmement mouvant. Et ça, c'est peut-être une des leçons qu'on retire de ces derniers mois, c'est que ça va très vite. Quand on voit d'ailleurs, y compris les accords commerciaux négociés par l'UE avec le reste du monde, toutes ces zones de libre-échange dont on espère retirer quelques bénéfices à l'exportation, on verra. Finalement, on a vraiment l'impression qu'on a un contexte très mouvant qui peut changer la donne et qui complexifie pas mal les anticipations. Mais sur le plan de la politique américaine elle-même, protectionnisme, ça veut dire vous érigez des barrières. Décisions arbitraires qui correspondent quand même à une veine ou à une stratégie de guerre économique ouverte, avec la Chine en premier lieu, mais à peu près avec tous les opposants ou tous les pays gênants auprès desquels les Américains se fournissent en biens ou autres. Et ça, déjà, ce type de politique, ça crée de l'incertitude. L'incertitude quant à l'accès à la ressource, et notamment les décisions arbitraires, et puis avec le jeu de réponse des Chinois qui veulent couper les exportations de terres rares, par exemple, vers les États-Unis ou autres. Donc c'est typiquement un genre de politique qui est susceptible de créer des chocs d'offres. On en a eu au moment, juste après le Covid, rappelez-vous, quand les Taïwanais ne pouvaient plus exporter de puces parce qu'ils n'avaient pas assez d'eau, le monde entier ne pouvait plus fabriquer de voitures. Donc ça, c'est un choc d'offres. Et effectivement, dans un climat d'anxiété, en permanence alimenté par de l'incertitude, des barrières, des sanctions, vous avez forcément, et des tensions géopolitiques bien évidemment qui vont avec, des menaces sur l'accès à la matière première, à la ressource qui est rare, qui se raréfie et dont on va avoir encore plus besoin dans les prochaines années ou les prochaines décennies, et qui constitue finalement le nerf de la guerre, pas seulement entre la Chine et les États-Unis, pour tous les pays du monde aujourd'hui, et ça ne s'arrête pas aux matières premières, on arrive très vite à des sujets beaucoup plus sensibles d'ailleurs, tels que l'eau par exemple. Et donc tout ceci effectivement contribue à quoi ? À l'instabilité, l'incertitude, la crainte d'une inflation ou de choc de prix, en réalité davantage qu'une inflation systémique, qui, par exemple, font s'envoler les cours de l'or. Les cours de l'or, parce qu'effectivement, il y a tension géopolitique, les banquiers centraux à travers le monde, ça n'a pas attendu Donald Trump, mais enfin les tensions géopolitiques n'ont pas attendu le retour de Donald Trump non plus. Les banquiers centraux à travers le monde acquièrent de l'or, les réserves en or sont aujourd'hui supérieures, par exemple, à la place des bons du Trésor américain au niveau mondial. Et ça, cette ascension des cours de l'or, ça nous crée des distorsions au niveau des marchés des matières premières, tout simplement, sur des marchés des actifs qui fonctionnent en général de concert, qui peu à peu se diffusent. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui de manière très claire, c'est que les prix des métaux industriels sont en train de s'envoler. Alors si vous rajoutez à ça, et j'arrêterai là-dessus pour pas trop prendre de temps, si vous avez ajouté à cela le grand projet, il y en a peut-être deux d'ailleurs, la volonté acharnée américaine de s'implanter en numéro 1 mondial de l'électronique, avec une course effrénée au développement de l'électronique, dont on commence à percevoir l'ampleur des besoins en termes d'énergie,
Tout ceci, alors c'est plus de l'énergie pétrolière, hein, ça va être beaucoup d'électricité, mais l'énergie, ça reste un secteur extrêmement consommateur de matières premières. Et là encore, vous avez quelque chose qui vient s'ajouter à la pile des facteurs inflationnistes. Et je passerai outre le fait que Donald Trump, enfin non d'ailleurs je ne passerai pas outre, que Donald Trump a l'ambition effectivement depuis le début, il l'avait déjà en 2016, de mettre la Fed, la Banque centrale américaine, sous contrôle. À l'époque, c'était du Congrès. Aujourd'hui, on ne sait plus si c'est tout à fait ça ou si c'est juste sous son contrôle. Ça veut dire quoi ? En poussant la Banque centrale américaine à baisser ses taux, effectivement, pour permettre de mieux financer des besoins exorbitants des déficits publics, c'est-à-dire pousser la Banque centrale à abandonner son objectif de maîtrise de l'inflation. Ça veut dire potentiellement à terme, un dollar plus faible, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui, un dollar plus faible et potentiellement une crise monétaire internationale qui, bien évidemment, a dans ses germes de l'inflation. Ça va en général de pair. Voilà. Merci beaucoup, Véronique Richeflor. On va revenir sur les accords commerciaux dont je parlais au début. Il y en a eu un qui a été signé entre l'Union européenne et les États-Unis, même si je précise qu'il doit encore être voté par le Parlement européen, dont le principal gain, il y a plein de détails dans cet accord, mais pour l'Europe, était d'obtenir des droits de douane de 15% pour la majorité des biens et non de 30%, et aussi de supprimer certains droits de douane sectoriels, même si ça reste quand même un niveau assez élevé et que ça va forcément avoir un impact sur l'économie européenne. Guillaume Duval, comment est-ce que l'Europe peut réagir face à Trump et comment est-ce qu'elle peut s'adapter à ces nouvelles règles du commerce fixées par les États-Unis ? Oui, alors peut-être quelques mots sur l'impact de ce qui se passe avant de venir sur la réaction de l'Union européenne, même si beaucoup de choses ont été déjà dites là-dessus. L'impact est, c'est vrai, limité. L'impact direct reste limité pour l'instant. L'impact potentiel est quand même énorme à terme. Je sais que chez Alternative Économique, on n'aime pas beaucoup le libre-échange, les traités de libre-échange, etc. Mais si vraiment les murailles devaient s'élever sur le plan commercial, si l'économie européenne ne devait produire que pour les 400 millions d'Européens, ça coûterait forcément beaucoup plus cher à tout le monde que si on s'adresse à un marché de 6 ou 8 milliards d'habitants sur la planète. Donc la démondialisation, c'est gentil comme slogan, mais à vivre, si on doit la vivre pour de vrai dans le futur, ça va coûter cher à tout le monde et on va beaucoup y perdre de pouvoir d'achat. Si l'effet direct est limité pour l'instant, les effets indirects sont déjà très sensibles. Un des premiers effets indirects a déjà été évoqué, je crois, c'est l'afflux de produits chinois en Europe qui se détournent des États-Unis. Donc c'est Temu, Shein et tout ce que vous entendez parler en ce moment, les petits colis et tout ça. Donc dans la mesure où le marché américain est fermé pour les Chinois et qui sont en surcapacité très importante, donc la tentation très forte, c'est effectivement de se déverser chez nous, ce qui n'améliore pas les questions de désindustrialisation, etc. Le deuxième effet indirect, mais déjà très sensible et qui pourrait le devenir à terme, encore plus à terme, c'est la hausse des taux d'intérêt, c'est la chute de l'investissement, c'est le fait que l'incertitude, c'est quelque chose que les entreprises n'aiment pas du tout et que face à ça, et les banquiers encore moins, et que face à ça, donc, il y a un durcissement des conditions monétaires d'une part et une chute de l'investissement d'autre part qui ralentit fortement l'activité économique, même si ça reste indirect. Alors après, qu'est-ce que... Et puis, bon, un élément sur lequel on reviendra, mais c'est effectivement la baisse du dollar qui est voulue par les Américains, qui risque d'avoir aussi un effet massif à l'avenir, qui est plus
plus la manière dont les Américains, dont Trump utilise cette arme, qui risque d'avoir un effet massif sur la dédollarisation des échanges, des réserves, etc., des autres pays qui se défient de plus en plus des Américains. Donc, par rapport à ça, la réponse européenne, alors comme vous l'avez sans doute vu, elle a été très molle, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle a été très molle pour une bonne raison, entre guillemets, à savoir qu'en même temps qu'il y a tout ça, il y a aussi la guerre en Ukraine. Que la guerre en Ukraine, on ne sait pas faire sans les Américains, en particulier en matière de renseignement, en matière de fourniture d'un certain type d'armes. Donc la volonté de ne pas affronter Trump pour le garder à bord vis-à-vis de la guerre en Ukraine était très forte en Europe. Ce qui a abouti à faire profil bas. Et accessoirement, s'il y a un arrêt des combats dans les semaines ou dans les mois qui viennent, je ne pense pas qu'il y en aura parce que Poutine n'en veut pas, mais s'il y a un arrêt des combats dans les mois ou les semaines qui viennent, ce serait un gros plus pour l'Europe, quelles que soient les conditions dans lesquelles c'est fait, parce qu'en particulier, ça nous permettrait d'affronter Trump beaucoup plus facilement. Mais donc on a choisi de ne pas le faire. On a choisi de ne pas le faire pour cette raison. Il n'y en a pas d'autre, parce qu'en fait, il n'y a pas de déséquilibre massif des échanges avec les États-Unis. Il y a un excédent commercial des biens de 200 milliards d'euros vis-à-vis des États-Unis, mais il y a un déficit commercial sur les services de 150 milliards d'euros en contrepartie. Donc les échanges dans l'ensemble, ils sont quasiment équilibrés. Il y a un petit surplus européen parce que les Américains consomment beaucoup plus, enfin vivent au-dessus de leurs moyens depuis très longtemps. Mais ça ne va pas très loin et en tout cas ça ne justifie rien du tout. Donc on n'a pas réagi pour les raisons que je vous disais. Le problème, c'est que de ne pas réagir, de faire profil bas vis-à-vis de Trump, ça aide rien du tout. Le seul résultat vis-à-vis d'un mec comme Trump, c'est que ça l'encourage à aller plus loin. Ça lui fait dire simplement que l'Europe, c'est un truc tellement mou, tellement nul, qu'il n'y a pas besoin de tenir compte de son avis sur aucun dossier, y compris l'Ukraine. On peut s'entendre avec les Russes et puis l'imposer aux Européens juste derrière. Donc ça le pousse à aller plus loin. Donc en plus, on lui a promis 600 milliards de dollars d'investissement aux États-Unis. On lui a promis d'acheter des armes, on lui a promis d'acheter du gaz, etc. Donc il aura de toute façon tout un tas de prétextes pour aller plus loin, pour continuer à nous embêter. C'est ce qu'il commence à faire très massivement aujourd'hui sur la question de la régulation du numérique. C'est le type de gens qu'on ne peut arrêter que si... on ne peut faire un deal avec lui pour de vrai que si on résiste, quoi. C'est quelqu'un qui ne respecte que les gens qui lui tiennent tête. Et c'est vrai que tant que l'Europe lui tient pas tête, il ira plus loin. C'est vrai qu'on est très dépendant sur le numérique, par exemple, c'était une des questions. Donc on a un excédent commercial. Est-ce qu'on lui répond sur le numérique? Est-ce qu'on pénalise le numérique américain en contrepartie? En particulier, c'est des gens qui ne payent pas d'impôts en Europe, qui utilisent l'Irlande pour planquer leurs profits et pas payer d'impôts. Est-ce qu'on pénalise les multinationales américaines du numérique en contrepartie? C'est quelque chose qu'on n'a pas voulu faire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vrai qu'on est très dépendant des multinationales américaines du numérique chez nous. On n'a pas l'équivalent, etc. etc. Mais elles sont au moins aussi dépendantes de nous que l'inverse. C'est-à-dire que le seul marché extérieur de Microsoft, d'Apple, etc., qui soit important et pas très menacé pour l'instant, c'est l'Europe. C'est des gens qui sont en train de se faire jeter du marché chinois, qui sont en train de perdre tous les marchés du Sud parce que c'est les acteurs chinois qui sont en train de les prendre. Donc le seul marché extérieur un peu important pour les multinationales américaines du numérique, c'est l'Europe. Donc on est dans un rapport de force qui est beaucoup moins défavorable que ce qu'il a l'air a priori. Mais il faut être décidé à utiliser ce rapport de force et à jouer dessus vis-à-vis de Trump. Merci Guillaume.
Avant de parler monnaie, j'ai une dernière question pour vous, Vincent Vicard, sur le commerce international, puisque c'est ce que vous indiquiez un peu, Guillaume Duval, face à Trump. On se demande un peu comment on peut réagir et ce qu'on peut faire et comment on peut l'arrêter. Actuellement, on attend une décision de la Cour suprême sur une partie des droits de douane pour savoir si justement il y a une partie des droits de douane qu'il a mis en place qui pourrait être annulée parce que ça repose sur un motif qui n'était pas légal. Mais est-ce que vraiment Trump pourrait être arrêté seulement par ça ? Et si c'est pas le cas, qu'est-ce que le nouveau paradigme qu'il met en place dans les relations commerciales internationales pourrait impliquer, Vincent Vicard ? Alors, peut-être pour revenir, effectivement, il y a des conséquences de court terme et il y a des conséquences de long terme. Et c'est pour ça que c'est important de s'interroger sur est-ce que Trump peut être arrêté ou pas. Dans les conséquences de long terme, il y a une des dimensions qui est importante, c'est que les États-Unis, elles ne sont pas seulement en train de se mettre en retrait de la mondialisation, elles sont en train d'attaquer directement le système international, système multilatéral international, tel qu'il existe et tel qu'il a été mis en place, notamment par les États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale. Et notamment dans ces accords, dans les droits de douane qui ont été mis en place, il y a un principe qui est un principe fondateur de ce système-là, qui est le principe de non-discrimination. Donc on applique les mêmes droits de douane à l'ensemble des partenaires commerciaux, qui est vraiment quelque chose qui est fondamental dans le système, dans la structuration du système commercial international. Et donc il y a une vraie volonté, en revenant sur ce principe-là et d'autres, il y a une vraie volonté de mettre à bas le système multilatéral tel qu'il existe, pour le remplacer par des relations bilatérales, justement, et des relations de force bilatérales. Et ça a été validé par les accords bilatéraux qui ont été signés par l'ensemble des pays, et notamment les pays comme l'Union européenne, qui sont censés être les défenseurs de ce système-là, et qui se présentent comme les défenseurs de ce système-là. Et donc c'est pour ça que c'est aussi important de s'interroger sur est-ce que Trump va revenir en arrière ? Est-ce qu'on peut faire revenir en arrière Trump ? Parce qu'on est en train de parler vraiment de l'avenir du système, qui est le système qui prévaut depuis 70 ans. Et donc la question, c'est quoi à la place ? Donc, est-ce que Trump peut être... il y a deux questions, finalement. Est-ce que Trump peut être arrêté ? Donc là, il y a effectivement, on attend l'arrêt de la Cour suprême sur l'utilisation d'un instrument en particulier. Il a utilisé plusieurs instruments. Il y a beaucoup d'instruments différents qui sont à la disposition du président américain sur les sujets commerciaux. Donc, c'est un instrument qui s'appelle l'International Emergency Economic Power Act, qui est l'instrument qui a été utilisé pour, pas tous, mais une bonne partie des droits de douane, et qui offre beaucoup de flexibilité au président américain. Il peut changer les droits de douane du jour au lendemain, il n'a pas besoin d'avoir un délai de prévention, il n'a pas besoin d'avoir une enquête avant de mettre en place des droits de douane, alors qu'il y a d'autres instruments qui sont moins flexibles. Et donc, un des sujets, c'est effectivement, est-ce que la Cour suprême va revenir sur l'utilisation de cet instrument-là, qui ne précise pas cet instrument, il n'est pas prévu pour mettre en place des droits de douane. C'est pas prévu explicitement dans le texte, et donc il y a un vrai sujet qui se pose de ce point de vue-là. Normalement, les droits de douane, c'est du ressort du Congrès aux États-Unis, pas du ressort du président, à part dans des cas très précis et qui, a priori, ne seraient pas contenus dans ce cadre-là. Mais on ne s'attend pas forcément à ce que ça freine complètement Trump. Ça limiterait sa marge de manœuvre, mais il y aurait comme je disais, il y a beaucoup d'instruments à la disposition qui ont été développés notamment pendant la guerre froide, et il y a beaucoup d'instruments à la disposition du président américain en cas de menace, en cas de menace sur la sécurité nationale. Il y a un certain nombre d'instruments qui lui permettraient de mettre en place des droits de douane. Alors il y en a plusieurs qui sont évoqués, je ne vais pas vous faire la liste des possibilités, mais il y en a plusieurs qui pourraient être utilisés par Donald Trump pour remplacer justement cet International Emergency Power Act si la Cour suprême venait à un arrêt en défaveur de Donald Trump. Donc on ne s'attend pas à ce que cet arrêt de la Cour suprême il puisse complètement faire revenir en arrière Donald Trump sur les droits de douane. Il y a quelques retours en arrière qu'on a observés ces derniers temps à cause d'augmentation des prix et donc de pression par les consommateurs américains, et notamment sur les prix des denrées alimentaires. Et donc très récemment, on a eu des annonces de baisse de droits de douane, mais qui restent quand même limitées. On reste à des niveaux de droits de douane extrêmement élevés, et ça, c'est pas quelque chose qui va changer. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est après Trump. Est-ce qu'on va avoir 4 ans de protectionnisme, et puis après, on peut espérer un retour au monde d'avant ?
De ce point de vue-là, il y a aussi assez peu de perspectives qu'on ait un retour au monde d'avant, parce que les démocrates, ils ne sont pas libre-échangistes. Les démocrates aujourd'hui aux États-Unis, ils ne sont pas libre-échangistes. Et on voit que Joe Biden, quand il est arrivé au pouvoir après Donald Trump, il n'est pas revenu notamment sur les droits de douane qui avaient été instaurés vis-à-vis de la Chine. On était déjà à 20% de droits de douane en moyenne sur le commerce avec la Chine. Donc déjà des niveaux de droits de douane élevés. Et on voit mal comment un président démocrate pourrait réduire de manière substantielle les droits de douane. C'est une décision politique. Une fois que c'est installé, c'est assez difficile de revenir dessus. Et donc, on n'a pas forcément de perspective de retour à l'équilibre qui prévalait avant, du point de vue d'une alternance politique. Si alternance politique il y a plein de questions qui se posent de ce point de vue-là. Et puis par ailleurs, on a eu des événements qui aussi ont fait changer les choses. Je l'évoquais tout à l'heure, la réaction de la Chine et notamment les restrictions à l'exportation sur les exportations de terres rares, c'est quelque chose qui est extrêmement... c'est une menace qui a été réalisée, pas pendant longtemps, mais qui a été réalisée, qui est une menace extrêmement sérieuse pour l'ensemble des producteurs occidentaux et du reste du monde d'ailleurs. Et donc, cette menace, elle a été réalisée, et donc ce risque de coercition, ce risque politique, il est là et il ne disparaîtra plus. Et donc, d'une certaine manière, on est rentré dans un autre monde. Quel est cet autre monde ? C'est une question, mais on est rentré dans un autre monde et il y a assez peu de perspectives qu'on revienne au monde d'avant. Et de ce point de vue-là, il y avait déjà des enjeux dans le monde d'avant, dans le système avant. C'est pas pour rien que Donald Trump est arrivé au pouvoir. Donald Trump, il n'arrive pas de nulle part. Comme je l'ai dit, les démocrates sont eux aussi aux États-Unis protectionnistes. Mais même au niveau international, il y avait des sujets sur la mondialisation. Il y avait des questions d'inégalité liées à la mondialisation qui sont vraies aux États-Unis, mais qui sont vraies aussi dans d'autres pays, notamment en Europe et dans le reste du monde. Il y a des sujets sur le rôle de la Chine et l'adéquation du système tel qu'il existait à une économie comme la Chine, qui est une énorme économie, qui représente aujourd'hui un tiers de la production industrielle, de la production manufacturière mondiale, donc qui est l'usine du monde, mais qui est une usine du monde qui exporte, mais qui ne consomme plus. Et donc, on a des excédents commerciaux massifs qui pèsent sur les pays riches. Donc, de ce point de vue-là non plus, il n'y a pas un retour en arrière sur un système qui était idéal avant qu'on pourrait envisager. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est on va sûrement avoir moins de commerce. Alors quelles sont les perspectives qui s'offrent ? Un système où on a sûrement une vision moins positive du commerce. Il y a sûrement la question qui se pose, c'est comment on arrive dans un monde qui va continuer à être interconnecté, qui va être encore avec des interdépendances commerciales. Comme je l'évoquais, le commerce international, il a été étonnamment résilient. Donc on est dans une situation qui ne va pas être la situation de la guerre froide où on avait deux pôles qui échangeaient très peu ensemble. A priori, on reste dans un système qui est assez interdépendant. Mais comment on va maintenir de la coopération au niveau international alors même qu'on sait qu'il y a des flux commerciaux qui créent des dépendances et qui créent des vulnérabilités. Et donc c'est toute la question qui est posée aujourd'hui à un certain nombre de pays, comment réduire ces dépendances tout en maintenant des gains au commerce international, parce que effectivement la fermeture, le protectionnisme, c'est coûteux. Et donc on peut pas, enfin en tout cas ça va être coûteux pour les consommateurs si on a des mesures, des mesures protectionnistes qui sont mises en dehors des États-Unis aussi par l'Union européenne et par les autres pays. Et donc ça c'est une question, on va sûrement avoir peut-être un peu moins de commerce, mais on a aussi des interdépendances qui se font par les multinationales. Les multinationales, elles jouent un rôle fondamental aujourd'hui dans la division internationale du travail. Ça, c'est peut-être quelque chose qui va être amené à rester. Et on voit mal, pour l'instant, on voit peu de repli sur leurs marchés nationaux de ces grandes multinationales. On a aussi des dépendances sur les commerces de services, ça a été évoqué sur le numérique. Et ça, les services numériques, pour l'instant, c'est des grandes dépendances pour l'Union européenne. C'est des flux qui sont extrêmement importants et sur lesquels on n'a pas de levier, on n'a pas de droits de douane qu'on peut mettre et donc qui sont beaucoup plus difficiles à maîtriser pour les gouvernements. Donc on a un monde qui est plus conflictuel, avec sûrement une vision moins du commerce comme des gains mutuels et plus comme un jeu à somme nulle pour un certain nombre de ces biens-là. Mais comment on peut maintenir, dans un monde qui restera interconnecté, comment on peut maintenir ces coopérations et qui vont au-delà. Il y a les questions écologiques, bien sûr, il y a des questions de sécurité internationale qui se posent. Et dans un monde où, justement, on n'aura pas le commerce d'un côté et les questions géopolitiques ou de sécurité de l'autre, tout ça s'est mêlé. Depuis Trump, on voit que tous les sujets sont mêlés et ne peuvent pas être traités de manière différente. Donc voilà, il n'y a pas de scénario, c'est difficile de tracer un scénario, mais il y a des éléments qui nous font dire que
on n'a pas de retour en arrière possible, ni à court terme, ni à moyen terme. C'est sûrement un nouveau système qui est en train de se mettre en place, dont les contours sont encore flous, mais on a quelques éléments. Voilà. Merci. Il y a un pendant monétaire à ce qui se passe sur le commerce et la vision de l'administration Trump, qui est d'estimer que les États-Unis sont défavorisés et qu'il faudrait reprendre la main. L'administration Trump pense ça aussi au niveau monétaire. Et on a un proche de Donald Trump, Stephen Miran, dont la stratégie pour imposer la domination du dollar était de vouloir forcer la main aux autres pays pour dévaluer le dollar par rapport à leur monnaie. Vous avez sûrement peut-être entendu parler des accords de Mar-a-Lago qui n'ont pas eu lieu et pour l'instant l'idée semble plutôt écartée, mais ça reste le signe que, comme sur le commerce, l'administration Trump a envie de reprendre le pouvoir par la force d'une certaine manière, en tout cas en forçant la main des autres pays. Qu'est-ce que cette vision-là menace par rapport notamment, on pense aux de nombreux pays qui sont dépendants du dollar, quel impact ça pourrait avoir ce type de stratégie, Éric Monnet? Oui, merci Juliette, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement là on passe un peu du côté financier, la question, mais en fait le problème est le même, c'est-à-dire qu'on part toujours du fait que Donald Trump et une grande partie des Américains sont sur cette ligne que les États-Unis importent trop, en particulier de la Chine, mais aussi d'Europe ou du Mexique, de certains pays, et exportent pas suffisamment. On ne vend pas assez de biens, de produits à l'extérieur. Donc en partant de ce constat, si n'importe qui, vous, ou Trump, en fait, a deux moyens politiques d'agir. Le premier, c'est ce dont il a été question jusqu'à maintenant et ce qui fait la une des journaux depuis maintenant plusieurs mois. Donc c'est mettre des droits de douane, donc augmenter les droits de douane pour justement empêcher que les Américains importent trop de pays de l'étranger puisque ces produits deviennent trop chers. Ou l'autre manière, donc il a été rapidement question, mais sur laquelle je reviens là parce que c'est le cœur de la question, c'est de faire baisser la valeur du dollar. Donc en fait, on dit le taux de change, c'est-à-dire que le dollar se déprécie par rapport aux autres devises, donc l'euro, le yen japonais, etc., ou le yuan chinois. Donc là, l'idée de déprécier, c'est-à-dire que le dollar vaut moins. Donc si vous êtes en Europe, un produit qui a été fait aux États-Unis, il vaut moins cher, donc vous allez plus l'importer si vous êtes en Europe. Donc ça veut dire que les États-Unis pourraient potentiellement plus exporter à l'extérieur. Et vice-versa, c'est-à-dire que si la valeur du dollar baisse, pour les Américains, en dollars, les produits de l'étranger deviennent plus chers. Et donc ils vont moins en importer. Donc a priori, on se dit, c'est un peu équivalent. C'est-à-dire, soit Trump pousse une dévaluation, une dépréciation du dollar, une baisse de la valeur du dollar, ou alors il met des droits de douane. Bon, en fait, ce n'est pas équivalent pour deux raisons. La première, c'est que politiquement, c'est des négociations qui n'ont rien à voir. Donc là, c'est pour ça que Trump s'est plutôt tourné vers les droits de douane, parce que même si on voit que ça crée des conflits un peu partout dans le monde, c'est entre guillemets pour lui plus facile. Parce que l'alternative pour déprécier le dollar, là, il y a deux options. La première option dont il a été question aussi tout à l'heure, c'est de faire pression sur la Banque centrale des États-Unis pour que celle-ci baisse les taux d'intérêt. Pourquoi ? Parce que si elle baisse les taux d'intérêt, ça veut dire baisser la valeur de l'argent aux États-Unis, ce qui est en fait équivalent un peu à baisser la valeur du dollar, parce qu'il y a moins de taux d'intérêt, donc de rendement aux États-Unis. Mais là, pour ça, c'est compliqué pour Trump aujourd'hui. Il a réussi à casser une grande partie de l'administration américaine, mais ce qui reste encore la forteresse, parce qu'elle est très protégée, c'est la Banque centrale. L'autre possibilité, ce dont Juliette parlait, c'est ce qu'on appelait à un moment les accords de Mar-a-Lago. Donc Mar-a-Lago, c'est la propriété où Trump fait du golf. Et donc, on disait, là, il va pouvoir inviter tous les dirigeants du monde entier, et ils vont se mettre autour d'une table, et puis ils vont dire, bien sûr, on est d'accord pour que notre monnaie vale moins par rapport au dollar. Mais là, en fait, c'est très compliqué, parce que du coup, vous êtes obligé, de combien ? Là, en fait, vous êtes obligé que tout le monde soit vraiment autour de la table en même temps. C'est-à-dire que les Japonais acceptent de fixer la valeur de leur monnaie par rapport au dollar, ce qui en fait indirectement est aussi fixer la valeur par rapport à l'euro, etc. Donc en fait, ça devient quelque chose d'extrêmement compliqué, ce qui s'est fait par le passé, mais ce qui dans le contexte actuel devenait impossible. Donc c'est en grande partie pour ça que ces fameux accords ont été abandonnés. Donc a priori, on voit que c'est plus compliqué, mais là encore,
pourrait dire que c'est à peu près équivalent, mais c'est juste qu'il a moins fait ça parce que c'était moins compliqué. Et en plus, en fait, indirectement, en mettant les droits de douane, les investisseurs voulaient moins de dollars parce qu'ils avaient un peu peur de la politique monétaire américaine. Donc la valeur du dollar a déjà un peu baissé. Donc ça, c'est un peu la vision simple, c'est l'un ou l'autre. Et pour lui, ça a été plus simple malgré tout de mettre des droits de douane. En fait, c'est plus compliqué parce que, comme vous le savez, ce qui est la propriété du dollar, et ce qui est encore aujourd'hui quelque chose de très spécifique au dollar, même si l'euro l'a un peu, c'est qu'il y a énormément de gens en dehors des États-Unis. Quand je dis des gens, en fait, je parle peu d'individus, mais souvent des grandes entreprises financières, donc des grandes banques, ou surtout des banques centrales, donc des autorités monétaires de pays, qui détiennent des dollars. Donc quand on dit détiennent des dollars, ce n'est pas des valises de billets, mais ils détiennent de la dette américaine. En fait, de la dette publique américaine qui est libellée en dollars. Donc en fait, c'est des actifs de dette américaine. Donc là, l'administration Trump se trouve face à ce problème potentiel, c'est que si vous avez énormément de gens qui détiennent de la dette des États-Unis, de la dette publique des États-Unis, en dollars à l'extérieur des États-Unis, et que vous baissez le dollar. Et du coup, pour tous ces individus, je ne devrais pas dire individus, parce que là encore, j'ai dit, ce n'est pas des personnes, mais c'est des institutions financières, ça devient moins avantageux de détenir cette dette. Donc là, Trump, et autour de Trump, dont Miran, là, qui est le chef du conseil d'analyse économique de Trump, et qui maintenant a été nommé aussi au comité directeur de la Banque centrale, s'est dit qu'il va falloir jouer sur ces deux tableaux. Parce qu'il va falloir en même temps qu'on arrive à plus exporter, et en même temps à faire en sorte que le reste du monde continue à acheter de la dette publique américaine. Et ça, c'est vraiment on en parle un peu moins, mais c'est vraiment le cœur, un peu ce qui pose problème à l'administration Trump depuis le début et qui était discuté en fait dès le début, dès l'automne dernier, donc il y a un an, et qui a été discuté dès janvier. Donc là encore, rappelons, Trump a aussi, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont peur, Trump et Miran et l'administration ont peur que les pays étrangers revendent de la dette publique américaine, au même titre qu'ils ont peur que les pays étrangers en fait réussissent à exporter plus vers les États-Unis. Donc c'est vraiment une grande peur des États-Unis. Et donc là, au final, même si ça n'est pas passé par un accord de Mar-a-Lago, ils essayent d'utiliser en fait une forme de pression, des moyens de pression, pour faire en sorte que les autres pays vont continuer à acheter plus de dette américaine. Donc il y a plusieurs moyens. C'est soit ça va être en essayant de prendre toutes les opportunités qui se créent pour un peu forcer ces pays, faire des accords un peu bilatéraux. Donc là, le cas récent qu'on a vu, c'est l'Argentine. L'Argentine était en fait dans une énorme crise. Et là, les États-Unis arrivent et disent « Ah bah tiens, on va vous prêter des dollars ». Donc c'est à la fois une manière d'aider l'Argentine et puis surtout en fait d'aider le gouvernement argentin, parce que Trump disait clairement en fait là on aide le gouvernement argentin parce qu'ils sont de la même couleur politique que nous, mais si jamais il y a un changement de gouvernement, on arrêtera de les aider. Donc c'est en fait cette même idée de maintenir la puissance du dollar, mais en appuyant sa politique. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième chose qui a été testée, mais qui pour l'instant n'a pas été faite, c'est de forcer carrément des pays à détenir des dollars, donc là plus précisément les banques centrales des autres pays, donc surtout ce qu'on appelle les BRICS, donc Russie, bon là ça devient évidemment compliqué pour les raisons qu'on connaît, mais le Brésil, ils ont essayé de dire le Brésil, vous allez continuer à détenir des dollars, sinon on va vous mettre plus de droits de douane. Mais là encore, ça devient quand même assez compliqué parce que ça rajoute une échelle de négociation. Et la troisième possibilité, qui est un peu ce qui est aujourd'hui le plus à l'étude, en tout cas le plus avancé dans la politique de Trump, même si ça ne s'est pas complètement matérialisé, c'est en fait d'utiliser quelque chose qui est complètement différent. C'est plutôt que de faire pression sur les États, c'est d'utiliser les crypto-monnaies. Donc ça, c'est un peu la stratégie de Trump telle qu'elle s'est dessinée dès janvier. Donc ça fait déjà pratiquement un an, c'est pas nouveau. C'est que dès janvier, Trump, un des premiers décrets qu'il signe, c'est de dire il va falloir garder la domination du dollar à l'international au moyen des stablecoins. Donc là, peut-être vous venez à cette question. Oui. Non, justement, peut-être pour expliquer un peu, il a favorisé justement des stablecoins, donc qui sont des crypto-monnaies adossées sur la valeur du dollar, dans l'idée de rassurer, on va dire, les investisseurs. Mais évidemment, derrière ça, ce qui a été décelé, c'est que certes, ça pouvait servir la domination américaine, mais ça pouvait aussi servir son enrichissement personnel.
Et il y a des menaces et des risques de corruption derrière cette utilisation et cette favorisation des crypto-monnaies, non ? Oui, donc pour revenir d'abord sur la stratégie de Trump et de son administration, c'est effectivement de dire maintenant, plutôt que de forcer les banques centrales des autres pays à détenir des dollars, qu'elles détiennent, je ne l'ai pas dit, vous connaissez tout ça, mais elles détiennent des dollars, les autres banques centrales, en se disant, si jamais justement les importateurs de notre pays ont besoin de dollars, il y a d'autres raisons, mais où des banques ont besoin de dollars pour apporter des biens des États-Unis ou pour des banques pour emprunter sur les marchés internationaux, on pourra leur donner des dollars. Donc c'est pour ça qu'un peu, pour des raisons de sécurité, les autres banques centrales dans le monde détiennent des dollars. Mais ça se raréfie. Donc plutôt que faire pression sur ces banques centrales, Trump se dit, maintenant voilà, poussons ces crypto-monnaies, qui est un type de crypto-monnaie bien particulier, qui s'appelle les stablecoins, qui est très différent des autres crypto-monnaies, peut-être que vous connaissez plus, qui sont les bitcoins, donc et toutes les monnaies décentralisées, Ethereum, etc. Donc ça, le prix fluctue énormément, augmente, baisse en fonction des mois. Et les stablecoins, c'est différent, c'est-à-dire que là, le prix, il est fixé à une autre monnaie. Donc, la grande majorité aujourd'hui de ces stablecoins, ils sont fixés au dollar. Donc ça veut dire que les émetteurs de stablecoins, ils doivent détenir des dollars pour que quelqu'un qui détient ce stablecoin puisse éventuellement l'échanger contre des dollars s'il a envie et s'il pense que le stablecoin ne va plus forcément être sûr. Donc, une manière de voir, c'est vous avez vos dépôts bancaires et si vous voulez utiliser autre chose, vous n'avez plus trop confiance en votre banque, vous allez au distributeur de billets et vous allez retirer des billets. Là, c'est un peu pareil pour les stablecoins, mais à l'envers, c'est que vous avez ce stablecoin, mais à un moment, vous voulez l'échanger contre des euros ou contre des dollars. Donc, de même que les banques doivent conserver des réserves, ces stablecoins doivent conserver des réserves. Et c'est là où l'administration Trump se dit ces réserves, ça va être plutôt des dollars, parce que les gens utilisent stablecoin en dollars. Et donc, en fait, ces émetteurs de stablecoin, ils vont détenir en grande partie de la dette du gouvernement américain. Donc, c'est ça un peu le plan. Ce qui est à la fois pas totalement faux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les deux plus grands stablecoins du monde qui sont Tether ou USDC détiennent effectivement beaucoup de dettes américaines. Mais le projet, que ça soit encore plus. Donc là, on a vu fleurir ces derniers mois plein de projets de l'administration Trump, donc du ministère des Finances des États-Unis, qui espère que d'ici à 2030, donc finalement c'est assez rapide, il y aura plus de dettes du gouvernement américain détenues à l'étranger par des stablecoins, des émetteurs de stablecoins, donc de monnaie, plutôt que par la Chine ou le Japon. Donc après, toute la question derrière revient à est-ce que ce plan peut marcher ? C'est-à-dire, est-ce que le monde entier va se mettre à utiliser des stablecoins plutôt que d'utiliser, de payer en euros ou de faire des virements bancaires ou de payer avec votre carte bancaire, vous préfériez avoir un USDC, etc., qui sont ces crypto-monnaies qui sont adossées sur le dollar. Alors, je pense que là-dessus, on n'est pas particulièrement visé. Ce n'est pas les Européens les plus visés parce que les Européens, en fait, on paye assez facilement avec des cartes bancaires, on a des comptes bancaires. Mais dans beaucoup de pays, il y a une grande partie de la population qui n'a pas de compte bancaire. Pratiquement tout le monde a un téléphone, mais beaucoup de gens n'ont pas de compte bancaire. Et donc, à partir du moment où vous avez accès à un téléphone, c'est beaucoup plus facile d'avoir accès à ces crypto-monnaies que d'ouvrir un compte bancaire. Et c'est aussi beaucoup plus facile d'avoir accès à ces crypto-monnaies que d'aller chercher des billets en dollars, ce qui existait. Il y a beaucoup de pays dans le monde où la monnaie était très instable, il y avait de l'inflation, donc les gens cherchaient à avoir des billets en dollars et payer en dollars. Mais c'était quand même assez compliqué matériellement. Et là, en gros, tout ça potentiellement peut arriver par un téléphone. Vous pourriez utiliser Messenger, WhatsApp et tout ça, et utiliser ces stablecoins. Donc c'est un peu là-dessus qu'aujourd'hui, les entreprises, quelques entreprises américaines et surtout Trump misent. Donc en fait, c'est une manière d'étendre son influence, mais plutôt que passer par une pression directe sur les gouvernements, comme c'est le cas à travers les droits de douane, c'est plutôt en fait poussé par la domination des États-Unis dans le domaine numérique, avec les big tech, les réseaux sociaux, les grands commerces, Google, Amazon et tout, en espérant faire ça. Ils ont passé une loi pour pousser ça, donc en juillet, qui s'appelle le Genius Act. Il y a une autre loi, qui s'appelle le Big Beautiful Act, donc dans un vocabulaire très imagé, qui pousse un peu ça parce que va en fait mettre des taxes sur les transferts de fonds entre les États-Unis et d'autres pays, ce qui risque d'avantager ces stablecoins.
Mais pour l'instant, en fait, on n'est pas encore, c'est pas encore une politique américaine qui marche, en partie parce qu'il y a de plus en plus de pays qui voient cette menace et se disent, en fait, c'est comme si les États-Unis, indirectement, vont nous imposer leur monnaie. Et donc, on voit de plus en plus de pays, donc surtout des pays plus visés, parce qu'il y a moins de comptes bancaires. Donc, on a parlé du Brésil, de l'Inde, récemment le Maroc, qui passent soit des régulations pour empêcher ça, ou soit vont utiliser des nouvelles monnaies numériques créées par la Banque centrale. Donc là, on peut rentrer dans les détails, il y a plein de différentes formes qui peuvent se créer, mais pour faire en sorte que la population va justement beaucoup plus facilement pouvoir payer avec ses téléphones, avec une monnaie quand même relativement contrôlée par l'État, plutôt que par ces crypto-monnaies qui sont en fait poussées indirectement par l'administration Trump. Avant de passer à la suite, je voulais revenir un peu en arrière, puisque parmi les plusieurs possibilités, vous évoquiez le fait de mettre la pression sur la Banque centrale américaine, qu'on appelle la Fed. Vous disiez que c'est une forteresse encore. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce qu'il n'y a pas quand même une menace ? Donald Trump est en train d'essayer de faire pression, de placer un certain nombre de personnes à la Banque centrale pour justement essayer de leur forcer la main pour baisser les taux. Est-ce que c'est vraiment une forteresse qui est protégée, la Banque centrale américaine ? C'est une question très très complexe. Il faudrait, c'est dur de répondre très rapidement dans cette, et de mettre toutes les nuances qu'il faut voir, mais c'est une administration qui est plus protégée que d'autres. Au sens où il y a une indépendance de la Fed qui est assez ancrée dans les lois américaines depuis 1935. Donc ça, c'est une manière de dire, c'est qu'effectivement, c'est plus protégé. En même temps, on voit que Trump a réussi à influencer la Fed d'autres manières. Je donne un exemple, il y a des Fed qui avaient des programmes d'aider ce qu'on appelle l'inclusion bancaire, donc justement faire en sorte que toute une partie de la population ait accès au crédit, qu'il y ait moins de discrimination entre la population noire et la population blanche, qu'aux États-Unis, il y a vraiment des endroits des États-Unis où en fait, ça avait été montré que les banques pratiquaient beaucoup de discrimination. Donc la Banque centrale américaine essayait de faire un peu des programmes pour faire ça. Et ça a été coupé du jour au lendemain. Trump est arrivé. Donc en fait, Trump arrive quand même à avoir la main sur la Fed sur certains points. Donc je pense qu'au final, une raison aussi pour lesquelles, c'est pour ça que le terme de forteresse n'est pas aussi appliqué, c'est qu'une des raisons pour lesquelles Trump, pour l'instant, n'a pas un accord de l'ensemble y compris de son parti ou des gens autour du parti républicain, c'est qu'il y a une partie des républicains, on va dire plus proches de Wall Street, des milieux financiers, qui eux ont un peu peur que vraiment une pression trop forte sur la Banque centrale soit mauvaise pour la bourse, en fait, pour le dire un peu rapidement. Donc en fait, c'est là où un peu il y a un équilibre aujourd'hui autour de Trump, mais qui peut se rompre en fait, parce qu'on a vu qu'en fait le rapport des milieux financiers à Trump du jour au lendemain peut quand même assez changer, et les positions peuvent changer. Mais donc aujourd'hui, donc c'est pas seulement la loi qui protège la Fed aujourd'hui, c'est une partie des milieux financiers qui même soutiennent Trump sont relativement partagés sur cette opportunité de faire pression autour de la Fed, de la forcer à baisser ses taux d'intérêt. En parlant de marché financier, justement, vous le disiez, les décisions de Trump peuvent changer du jour au lendemain. Ça crée beaucoup d'incertitudes. Ils ont un peu fait le yo-yo ces derniers temps au gré des décisions qu'il a pu prendre. Est-ce que aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a un peu plus de résilience de la part des marchés financiers, Véronique Richeflor? Est-ce qu'ils ont fini par s'habituer, ou est-ce qu'il y a encore quand même une crainte vis-à-vis de tout ce qui peut décider et de ces décisions erratiques? Alors, d'abord, ça dépend ce qu'on met dans le giron marché financier. Le marché financier, c'est le marché de matières premières dont on parlait tout à l'heure, c'est le marché de la dette, des dettes souveraines et des dettes des entreprises. Ce sont les actions. Et chacun de ces marchés, finalement, n'ont pas forcément, n'ont pas d'ailleurs la même sensibilité à ce qui se passe, ou la même façon d'intégrer le risque. Et les équilibres résultent finalement d'un dosage savant entre ce couple rendement
attractivité d'un actif et risque qui peut venir de tas de choses. La non-maîtrise de l'inflation, le risque géopolitique ou politique, les risques sur les crypto-monnaies et le crédit également. On a des entreprises qui se sont endettées, et pas qu'aux États-Unis d'ailleurs, y compris en Europe, à des coûts qui ne sont pas plus élevés que ceux de bien des États. Donc il s'agit effectivement d'entreprises mondiales qui semblent sécurisées. Si vous discutez, moi je suis un peu proche de ce milieu-là. Il y a quelques mois, on me dit moi si j'avais à prêter, je préférerais acheter une obligation Microsoft qu'une obligation du Trésor américain. Donc voilà. Mais c'est important parce qu'effectivement, on comprend à partir de là que tous ces équilibres instables peuvent virer de bord très, très rapidement en fonction du thermomètre des risques et de l'autre côté du thermomètre de rendement. Alors le thermomètre rendement, c'est celui que Donald Trump préfère et qu'il enfle avec des promesses constantes. Donc le protectionnisme, ça va ramener des capitaux aux États-Unis, ça va faire une économie américaine très prospère avec beaucoup de productivité et on va faire l'IA mondiale en tête, l'IA américaine en tête de l'IA mondiale et vous allez voir ce que ça va donner, des gains de productivité considérables. Gain de productivité qui explique une bonne partie de la résilience du dollar quand même. Tant que l'économie américaine est capable de dégager des gains de productivité, quitte à ce que ceux-ci soient extrêmement concentrés dans un nombre extrêmement réduit de secteurs comme on n'a jamais vu. La productivité, c'est dans l'énergie, dans l'innovation et tout ce qui tourne autour de l'informatique. Sinon, tous les autres secteurs traditionnels, on est en perte de productivité à des rythmes qu'on n'a jamais constatés. Donc, il faut faire attention également à ces approches, parce que tout est beaucoup plus complexe en réalité. Mais Donald Trump, son rôle, c'est de regarder comme on est bon, comme je suis bon, regarder comme ça marche bien. Et d'ailleurs, on va souffler un petit peu plus pour enfler un peu plus les perspectives. Je n'ai pas parlé de bulles, vous avez vu. Vous allez voir, on va baisser les impôts sur les sociétés. On va faire beaucoup de dettes, mais ce n'est pas grave parce qu'on va les financer avec des stablecoins. Donc, il n'y a même plus de besoin que le dollar baisse. Donc, vous pouvez acheter la dette américaine. Les entreprises américaines peuvent venir aux États-Unis. Et tout ça, ça dit quoi ? À l'investisseur lambda, ça veut dire aux États-Unis, les choses bougent. Si je cherche du rendement, si j'ai du capital et que je veux le placer, oui, je ne vais peut-être pas le placer en Europe, parce que pour l'instant, les gains de productivité, on les cherche. La croissance, on la cherche. Les politiques financières attractives, elles ne sont pas là. Mais oui, aux États-Unis, finalement, et puis le risque dollar, il ne se concrétise pas. Et donc, j'ai des rendements. Ça a marché à merveille, finalement. Alors, ça a marché un peu moins en début d'année, parce que finalement, avec le risque géopolitique et puis l'Ukraine, on a fait beaucoup de défense en Europe aussi, et puis un peu partout dans le monde d'ailleurs. Donc la défense européenne, ça a plu aux investisseurs. Là, il y avait du concret, et ça a permis effectivement au marché européen de prendre le pas. C'est assez rare pour qu'on le souligne quand même, sur la performance de Wall Street. Et puis Wall Street a repris le dessus quand Donald Trump, quand les républicains ont réussi à faire passer la réforme fiscale. Parce que là, c'est encore une fois, on baisse les impôts, on va distribuer de l'argent et donc tout ira très bien. Et puis il y a toujours un moment dans ces cas-là, quand notamment les bourses montent beaucoup, mais que par ailleurs il y a beaucoup d'inquiétudes. Dès qu'on mentionnait tout à l'heure les risques d'inflation, la hausse des taux d'intérêt, je ne sais pas si vous avez, les taux d'intérêt à très long terme, on le voit moins sur les échéances relativement courtes, mais les taux d'intérêt à 30 ans dans le monde entier se sont élevés en moyenne de quasiment 1 point depuis 4 ans. Donc on est passé grosso modo de 1 à 2% à 4%, y compris dans des économies comme le Japon. Ça montre bien que finalement, cette politique américaine, sur fond d'endettement et de situation extrêmement tendue
à l'échelle internationale, où les gouvernements du monde entier sont sollicités pour financer de la transition environnementale, de la défense, tout un tas de choses, assez contradictoires d'ailleurs, mais ça coûte cher et donc on a des problèmes de financement. Alors si vous rajoutez à cela le fait que la politique américaine pousse les entreprises des nouvelles technologies en direction de dépenses d'investissement absolument pharaoniques pour devenir les premiers, ça crée des crispations, des inquiétudes majeures sur quoi ? Sur les capacités de financement des uns et des autres, et donc sur les taux d'intérêt, sur les crédits aux entreprises, avec un risque de crise majeure. Alors, risque de crise majeure, mais c'est pas grave parce que la Réserve fédérale américaine est déjà presque prête à intervenir, à baisser ce taux d'intérêt ou à arrêter de réduire son bilan pour sauver la mise. Donc tout ceci est extrêmement inconfortable. En fait, on est probablement en pleine bulle, effectivement, financière. Mais c'est pas parce qu'on est en pleine bulle financière, c'est pas en disant ça qu'on est garanti que ça, et heureusement d'ailleurs, qu'elle va éclater demain. Elle peut éclater dans 5 ans après avoir été beaucoup plus loin. Et le jour où elle éclatera, et d'ailleurs elle éclatera probablement pas à ce moment-là parce que ce sera insupportable, donc on fera de l'inflation. Mais donc voilà, tout ça nous montre un environnement, enfin des fondements de ce qu'on appelle les marchés financiers qui sont extrêmement fragiles et qui pourraient effectivement virer de bord d'un moment à l'autre. Vous avez également une compétition entre les entreprises qui est juste hallucinante. Prenez le cas de Nvidia, donc cette fameuse entreprise qui produit les puces les plus performantes au monde, que le monde s'arrache et va continuer sans doute à s'arracher parce qu'on a des besoins et que tout le monde court dans cette course à l'IA, donc qui a été valorisée au mois d'octobre plus de 5 000 milliards de dollars, ça donne quand même une idée, plus que le PIB de la France, et qui semblait avoir un avenir tout tracé puisque finalement elle est la seule à produire les puces dont tout le monde a besoin et que le marché est en croissance exponentielle. Et puis arrive qui ? Google. Google qui a un nouveau procédé et qui, lui, n'a pas besoin de marger sur la production de... C'est pas tout à fait des puces, mais enfin, bon, on va dire des puces pour simplifier, et qui peuvent concurrencer Nvidia. Celui-là, on ne l'attendait pas. Mais Google, il a un historique sur le marché de la technologie et sur la communication et les data centers, etc., que n'a pas du tout Nvidia. Et en une semaine, vous avez ce fameux titre Nvidia qui peut dévisser de 20% et qui risque d'entraîner dans son sillage un certain nombre d'acteurs majeurs, et peut-être que dans 3 ans, il n'y aura plus de Nvidia. Je n'y crois pas trop, mais voilà, ce sont y compris beaucoup d'acteurs qui aujourd'hui envisagent de s'endetter dans des proportions justes. Excusez-moi le terme, je veux dire hallucinante. Peut-être que ça n'est pas dans le fond, mais qui sont poussés à aller très vite dans des directions qui sont extrêmement agressives et qui, bien évidemment, à un moment où ce marché n'est pas mûr, où les entreprises ne sont pour beaucoup pas mûres également, où va forcément y avoir des disparitions et des nouveaux venus, et une guerre également d'influence sans doute à certains égards saignante, mais on ne peut pas le prévoir et les investisseurs ne peuvent pas le prévoir. Et donc tout ceci effectivement nous montre qu'on est rentré dans un système où on prend des risques, où les investisseurs prennent des risques inconsidérés, et aujourd'hui je pense que c'est peut-être la meilleure façon de résumer la situation, l'état des marchés financiers. Merci. Pour conclure, je vais revenir vers vous, Guillaume Duval, parce que tout ceci n'est pas très réjouissant. Forcément, on se demande en tant qu'Européens, est-ce que ce que propose Donald Trump pour l'économie, est-ce que l'Europe a une alternative à proposer ? Est-ce qu'il y a une autre voie qui serait encore possible aujourd'hui, Guillaume Duval ? Oui, enfin... Bon, ça ne va pas être strictement économique, mais je vais démarrer par ça. Moi, j'ai une très grande confiance dans Trump. Je pense qu'il va faire tellement de bêtises. Enfin, la situation va tellement se dégrader aux États-Unis sur le plan économique, social, politique. Il va y avoir de l'inflation, de la perte de pouvoir d'achat, les problèmes politiques vont monter, etc.
Je ne sais pas s'il y aura finalement des midterms l'an prochain, ou en tout cas si elles seront vraiment démocratiques dans le contexte qui se dessine. Je pense que ça va finir par faire peur aux Européens. Et donc, je pense qu'il va nous aider en particulier à éviter et à casser la montée de l'extrême droite en Europe. C'est un peu l'inverse de ce qui s'était passé dans les années 20 ou 30 entre les États-Unis et l'Europe. Donc, les fascistes étaient extrêmement forts aux États-Unis. Donc, Henry Ford, un monsieur dont vous avez sûrement entendu parler pour ses bagnoles, c'était un nazi très convaincu, antisémite absolu, etc., soutien financier d'Hitler et tout ça. Charles Lindbergh, qui a traversé l'Atlantique, c'était pareil. Les nazis, enfin les pro-nazis, les pro-allemands étaient très très forts aux États-Unis. Vous trouverez en ligne des magnifiques vidéos de grands meetings nazis au Madison Square Garden, etc. etc. Mais ce qu'il y a, c'est que les Américains ont fini par avoir peur de ce qui se passait en Europe quand ils ont vu ce que faisait Mussolini, ce que faisait Hitler. Et ils ont fini par voter pour Roosevelt et par choisir plutôt le keynésianisme plutôt que le keynésianisme militaire façon Hitler, même si après ils se sont engagés aussi dans la guerre et qu'ils ont fait pas mal d'économies de guerre eux aussi. Je pense qu'il peut se produire un peu l'inverse de ça là maintenant, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est quand même un peu embêtant pour l'extrême droite européenne qui s'est vendue comme nationaliste, souverainiste, etc., d'apparaître aujourd'hui comme les fourriers de l'impérialisme américain en Europe. Ils sont déjà un peu embêtés aujourd'hui, ils risquent de l'être encore plus demain. Donc ça, c'est une dimension politique. Sur le plan plus économique, je pense que oui, on peut faire des choses qu'on n'a pas fait suffisamment jusque-là parce qu'on a choisi le profil bas, comme je le disais tout à l'heure. Donc il faut qu'on se tourne davantage vers les autres pays développés, vers le Japon, vers la Corée, vers le Canada, etc. Mark Carney a essayé d'impulser ça, mais les Européens n'ont pas tellement réagi parce qu'ils avaient choisi de s'écraser. Trump veut refaire un G8, donc il veut faire rentrer les Russes dans le G7 à nouveau, etc. Nous, il faut surtout qu'on fasse un G6, c'est-à-dire un rassemblement des pays développés démocratiques pour se coordonner très étroitement pour contrer les initiatives hostiles de Trump, plutôt que de chacun essayer de jouer son jeu avec Trump, ce qui marche assez moyennement. Donc ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est qu'il faut vraiment considérer maintenant les États-Unis comme un ennemi. On a un ennemi à l'Est qui est la Russie, on en a un à l'Ouest qui sont les États-Unis. Si on ne veut pas être coincé entre ces deux-là et l'alliance de ces deux-là, en tout cas si Trump continue, puisque c'est vraiment ça sa politique, il faut qu'on se tourne vers le Sud. On n'a pas d'autre solution que de se tourner vers le Sud, c'est-à-dire de se tourner vers l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil, etc., etc. C'est à la fois un impératif politique. C'est avec ces gens-là qu'on peut sauver le multilatéralisme en particulier, parce qu'ils n'ont pas plus envie que nous d'être coincés entre les États-Unis et la Chine. C'est avec ces gens-là qu'on peut sauver le multilatéralisme, mais ça impliquera aussi de le redéfinir très, très profondément. Ça veut dire que le siège au Conseil de sécurité des Nations Unies de la France, il faudra peut-être le laisser au Brésil ou à quelqu'un d'autre. Ça ne peut pas être le multilatéralisme tel qu'il existe aujourd'hui. Donc se tourner vers les BRICS, en gros. C'est un impératif aussi géoéconomique, c'est-à-dire que pour être moins coincé à la fois par la dépendance vis-à-vis des États-Unis et vis-à-vis de la Chine, si on ne veut pas l'autarcie, et l'autarcie ce serait, comme je l'ai dit tout à l'heure, très très cher et très... enfin, on y perdrait tous beaucoup en pouvoir d'achat, il faut accepter de développer des relations économiques avec d'autres régions du monde. C'est en particulier pour ça, alors je sais que c'est sans doute pas populaire à Alternative économique, mais moi je fais partie des gens qui sont très favorables à l'accord avec le Mercosur, par exemple. On a besoin de développer nos relations politiques, mais aussi économiques, avec des régions du monde comme celle-là. On aurait besoin de le faire davantage aussi vis-à-vis de l'Afrique du Nord, etc. Mais c'est plus compliqué politiquement parce qu'il y a tout le passé du colonialisme, etc., etc. Mais commençons déjà par l'Amérique du Sud. Donc on a besoin de faire ça.
Le souci, alors j'ai été assez positif jusque-là, mais le souci, c'est qu'on n'est pas du tout en train de le faire. C'est qu'au contraire, avec la politique migratoire qu'on a choisie, on est en train de construire des barrières autour de l'Europe, de décourager tous les liens, en particulier avec l'Afrique du Nord, etc. On est en train de couper l'aide au développement alors qu'on aurait une opportunité pour se substituer aux Américains qui ont coupé la leur, développer nos relations avec les pays du Sud si on ne le faisait pas, etc. etc. Donc politiquement, c'est très difficile parce qu'il y a justement cette montée de l'extrême droite pour l'instant en Europe. On ne fait pas du tout ce qu'il faudrait pour faire ce que je viens de dire. Mais j'espère, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, que ça va pouvoir se retourner assez rapidement et qu'on va être capable de faire ce qu'il faut dans le contexte actuel. En tout cas, ce n'est pas les Américains qui nous empêchent de le faire, c'est nous. Faire ce qu'il faut dans le contexte actuel pour sortir de l'étau entre les États-Unis de Trump et la Russie de Poutine. Peut-être un dernier mot, parce que vous parlez justement de développer des accords commerciaux, etc. Et vous dites favorable au Mercosur. Il y a quand même tout un tas d'impacts environnementaux et sociaux qui sont dénoncés. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire ça tout en pensant ces aspects-là, et ce qui ne semble pas être le cas quand même aujourd'hui, Guillaume Duval? Oui, c'est un accord qui est en discussion depuis 20 ans, c'est un accord d'une autre génération, etc., etc. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien voir que dans le contexte a changé par rapport à il y a 10 ans, quand on se battait contre ça au nom de ce que vous dites. Et d'autre part, il y a quand même aussi le contenu de cet accord a lui-même évolué assez significativement avec des mesures les gens du Mercosur se sont engagés à stopper la déforestation d'ici 2030. Ils se sont engagés à rester dans l'accord de Paris. La question du climat est aussi une des questions évidemment centrales dans tout ça. C'est comment réussir à sauver la lutte contre le changement climatique sans et malgré les Américains. Ce qui veut dire là, par exemple, qu'il faudra s'entendre avec les Chinois et oser s'entendre avec les Chinois contre les Américains sur ce dossier-là. Mais simplement pour revenir sur le Mercosur, il y a beaucoup d'excitation en France autour de cette question sur l'agriculture, etc. Je pense que les risques sont très largement surestimés dans le débat public français. Alors je sais que c'est pas très populaire de dire ça parce que tout le monde est absolument convaincu que c'est dramatique ce truc, mais je crois pas que ce soit le cas. Et d'autre part, il y a des mesures qui sont prises aujourd'hui, il y a des mesures de sauvegarde qui ont été introduites dans le traité pour limiter les impacts s'ils deviennent trop importants sur la question purement agricole. Mais la question agricole n'est qu'une partie des sujets auxquels on est confronté aujourd'hui. Le fait de réussir à s'allier avec le Brésil de Lula et à faire plus de choses avec eux est une question quand même beaucoup plus essentielle que de savoir si on aura quelques difficultés sur ce plan-là dans le contexte d'aujourd'hui, en tout cas à mes yeux. Merci à tous. On va prendre maintenant quelques questions du public. Et alors, comme c'est enregistré, que ça fera l'objet d'un podcast, je vais demander à chaque personne qui pose une question de se présenter, de donner son prénom avant. On va prendre quelques questions et puis ensuite on y répondra. Les intervenants y répondront par paquet, on va dire. Bonjour, je m'appelle Maya et je voulais savoir le fait que les États-Unis Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus près du micro, on vous entend mal. Le fait que les États-Unis prennent ces décisions, est-ce que ça peut permettre à la Chine justement de passer devant au niveau d'être le leader mondial par rapport aux États-Unis? On va prendre d'autres questions et puis on répondra. Allez-y. Bonjour, donc moi c'est Igué. Ma question, elle était cette politique que Trump veut mettre en place sur le fait de vouloir tout contrôler, de changer les droits de douane. Comment les investisseurs internationaux perçoivent-ils ces mesures? Pardon, est-ce que vous pouvez répéter la fin de votre question parce qu'on entend un peu mal. Si vous pouvez essayer tous de parler assez près du micro pour qu'on vous entende bien, s'il vous plaît. Cette politique que Trump veut mettre en place sur le fait de vouloir tout contrôler, de changer les droits de douane. Comment les investisseurs internationaux perçoivent-ils ces mesures? On peut prendre une troisième question peut-être. J'ai vu qu'il y avait encore des mains levées.
Oui, alors moi je m'appelle Étienne, je vais parler aussi au nom de mes camarades à côté de moi. Le fait que Donald Trump soit actuellement plutôt vieux, donc j'ai regardé, il avait 79 ans, le fait qu'il ne puisse pas non plus légalement aujourd'hui faire de troisième mandat, est-ce que ça veut dire que l'ère Trump il touche bientôt à une fin, ou est-ce qu'au contraire ce n'est que le début? Merci beaucoup. Peut-être pour commencer par la première question qui est en fait est-ce que la politique de Trump n'offre pas un boulevard pour la Chine? Je ne sais pas si quelqu'un est inspiré par cette question. Alors moi je peux peut-être apporter quelques éléments. En partie et en même temps, la réponse de la Chine aujourd'hui, comme je l'évoquais tout à l'heure, le fait qu'ils ont eu une réponse assez forte et notamment ils ont été poussés dans leur retranchement, je pense vraiment, quand ils ont mis en place les restrictions aux exportations sur les terres rares, c'est vraiment la menace que tout le monde avait en tête, mais qu'on ne pensait pas voir se réaliser. Et a priori, quand ils l'ont mis en place, c'est quand même quelque chose qui n'avait pas été prévu. Et on a souvent la perception du gouvernement chinois qui est un gouvernement planificateur, qui a beaucoup de coups d'avance, etc., ce qui a été vrai dans beaucoup de cas. Là, ils ont a priori quand même été un peu pris de court et ils ont sorti vraiment le bazooka. Et pour le coup, c'est quand même quelque chose qui est assez inquiétant du point de vue du reste du monde, pas seulement des États-Unis. Et donc, ça fait que aussi du point de vue chinois, il y a une défiance qui était déjà là pour un certain nombre de pays. Il y a peu de pays qui sont dupes des ambitions chinoises, même avec tous les investissements qui ont été faits dans les pays en développement, avec notamment l'initiative des routes de la soie, etc. Les pays ne sont pas dupes des ambitions chinoises et du fait qu'ils veulent défendre leurs intérêts. Mais là, il y a quand même une question de degré qui fait qu'il y a une menace qui était sous-jacente, qui a été mise en œuvre et qui fait que la domination chinoise, on a vu ce que c'était et on a vu les types de pendant cette vulnérabilité que ça impliquait. Et donc aujourd'hui, on s'attend à voir des gouvernements qui vont essayer de réduire leur vulnérabilité et leur dépendance à la Chine sur ces produits critiques. Donc voilà, d'une certaine manière, le comportement de Trump, ça éloigne effectivement un certain nombre de pays, et notamment ses anciens alliés des États-Unis, mais ça ne les rapproche pas forcément de la Chine, parce qu'on a bien vu que la réaction de la Chine, elle est aussi dans la même veine, qui est d'un système qui est aujourd'hui un système de puissance, et qui n'est plus un système nécessairement de gain partagé du commerce international, avec des risques, et des risques géopolitiques d'utilisation des liens économiques à des fins géopolitiques. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et on l'a vu pour les terres rares, on l'a vu pour d'autres événements. Il n'y a pas longtemps, il y a eu des restrictions aux exportations sur une entreprise qui s'appelle Nesperia, qui fait des produits électroniques et des semi-conducteurs, qui sont des produits très très simples, mais qui ont presque mis à l'arrêt l'ensemble de la chaîne de production automobile en Europe. Donc on voit qu'il y a ces dépendances, on les sent et on les ressent de plus en plus, et donc à moyen terme et à long terme, c'est plutôt quelque chose qui donne envie au pays d'essayer de s'en prémunir et donc d'investir pour s'en prémunir. Donc on voit plutôt la question, c'est quelles sont les perspectives autres qui sont offertes au pays. Guillaume Duval a évoqué la question de comment on peut reconstruire un système multilatéral différent. Ça, c'est encore une autre question qui est plus large. Justement, Guillaume Duval, vous vouliez réagir. Je voulais réagir là-dessus. Je pense que Trump est en train de détruire les États-Unis. Trump lui-même est l'expression d'une crise très profonde du modèle américain. Les États-Unis, c'est un pays où l'espérance de vie l'écart d'espérance de vie avec nous, avec les autres pays développés, n'arrête pas de grandir. C'est un pays où l'obésité a pris des dimensions folles. C'est un pays où les morts par arme à feu atteignent des niveaux absolument incroyables. C'est un pays qui est en train de se diriger vers la guerre civile. Je pense que c'est un pays qui est très mal barré. C'est pas ce que fait Trump qui va aider en quoi que ce soit. Il faudrait être fou pour investir aux États-Unis aujourd'hui, dans la mesure où il n'y a même plus d'état de droit aux États-Unis. Vous risquez de vous faire piquer votre entreprise. C'est à peu près pareil que la Russie aujourd'hui. Donc ça va pas marcher. Mais
je pense que la Chine, on surestime aussi beaucoup à la fois sa stabilité et son futur. On a toujours tendance à extrapoler l'avenir sur la base des 25 dernières années. On pense toujours que les 25 prochaines années, ça va être le prolongement des tendances des 25 dernières années. Mais ça ne se passe jamais comme ça. La Chine, c'est aussi un pays qui est très gravement déséquilibré, qui a aujourd'hui des niveaux d'endettement intérieur extrêmement élevés, qui a des surcapacités industrielles phénoménales, qui a eu des politiques publiques sur ce plan-là complètement folles, qui est sur une situation de vieillissement qui est beaucoup plus importante que la nôtre, par exemple. Je veux dire, la Chine, c'est un pays qui est en train de devenir vieux avant d'être suffisamment riche pour pouvoir prendre en charge cette situation-là. La Chine, c'est aussi un pays qui, au XXe siècle, a connu 4 ou 5 guerres civiles. On a l'impression que c'est un pays extrêmement stable, mais ça a failli dégénérer en 89. Alors je sais que beaucoup de ceux qui sont devant moi n'étaient pas nés à cette époque-là, mais c'est un pays où la stabilité politique n'est pas du tout garantie malgré les apparences. C'est un pays qui s'est développé de manière extraordinaire depuis 50 ans parce qu'ils ont été capables de construire au sein d'une dictature un système de check and balance avec le fait qu'on changeait de chef tous les 10 ans et qu'on ne restait pas plus de 10 ans au pouvoir et qu'il y avait des tendances et des contre-tendances, etc. C'est ça qui leur a évité, ils ont réussi à faire ça, et c'est ça qui a réussi à éviter qu'ils fassent trop de conneries, ou en tout cas à ce qu'ils corrigent le tir la fois d'après, etc., par rapport aux conneries que les précédents avaient fait. Mais là, avec Xi Jinping, ils ne sont plus du tout dans cette logique-là. Ils sont dans une logique de dictature totale, classique, avec toutes les bêtises qui vont avec. Enfin, je veux dire, les phénomènes de cours, le fait qu'il n'y a plus personne comme force de rappel, etc., etc. Donc l'idée que l'avenir va appartenir soit à la Chine, soit aux États-Unis, j'y crois pas du tout. C'est pas forcément une très bonne nouvelle pour le reste du monde parce que ça pousse aussi les uns et les autres à faire des tas de conneries à l'extérieur de chez eux, parce que c'est toujours un bon moyen, quand on a une crise interne, de rassembler son peuple que d'en attaquer un autre et de partir en guerre contre un troisième. Mais l'idée que parce qu'ils sont aujourd'hui les plus forts, ils vont le rester dans 25 ans, j'y crois pas. Vous disiez aussi que c'est fou aujourd'hui d'investir aux États-Unis. Pourtant, on le fait encore. Et il y avait une question justement sur la réaction des investisseurs internationaux. Est-ce que vous voulez y répondre, Véronique Richefleur ? Oui, avant, si je peux me permettre, je reviendrai bien. Je pense qu'il y a une notion très importante. Il faut bien comprendre qu'on est dans une guerre économique, technologique, mais j'ai envie de dire presque avant tout une guerre idéologique. Et cette dimension idéologique, elle est très importante. Et on voit bien d'ailleurs les idées de Trump infusent quand même. Moi, j'aimerais bien pouvoir me rassurer avec le propos de Guillaume, mais je trouve qu'ils infusent quand même extrêmement vite dans le monde et en Europe en particulier. Et j'espère qu'on sera convaincu de la démonstration que l'extrême droite trumpienne n'est pas la bonne voie. Mais pour l'instant, je trouve que l'infusion va plus vite que la contre-réaction. Elle infuse également jusqu'au Japon. Quand vous voyez quels sont les propos aujourd'hui de la nouvelle première ministre japonaise et les propositions économiques, c'est du Trump à l'autre bout de la planète. Et de l'autre côté, vous avez la Chine, je suis complètement d'accord, qui est vidée, qui est en pleine déflation structurelle, qui a des surcapacités extraordinaires et qui vieillit à un rythme, à peu près comparable à celui de la moyenne européenne, donc c'est-à-dire beaucoup plus rapide que la France. Mais la Chine en a pris conscience. Et c'est peut-être là, en tout cas, me semble-t-il, c'est peut-être là qu'il y a la principale question. Ils le savent depuis longtemps. Et la Chine a décidé en 2015 de son vaste plan Made in China 2025, qui a fait quoi ? Qui a décidé de donner la préférence à 10 secteurs qui étaient tenus secrets jusqu'à 2025 peut-être, je ne sais plus, enfin bref. 10 secteurs d'avenir dans lesquels ils ont investi de manière absolument hallucinante. Alors, c'est les exercices de démonstration où on envoie des engins sur la face sud de la Lune, enfin la face nord, je
sais plus laquelle, bref. De l'autre côté, là, voilà. C'est pas ma tasse de thé. En général, quand les gouvernements font ça, c'est parce qu'ils ont besoin de démontrer qu'ils sont très puissants. Donc ça ne nous renseigne pas sur grand-chose sur le fond de l'histoire économique. Mais il me semble que ce qui a suivi derrière est potentiellement beaucoup plus efficace, en matière notamment de nouvelles technologies, de progrès dans la médecine, etc. Où là, me semble-t-il, ils expliquent probablement aussi, ou la rapidité de leur développement explique probablement une bonne partie de l'agressivité de Donald Trump à l'égard des Chinois. Parce que ce que sont capables de faire la Chine, c'est plus un pays où on produit des produits à bas coût, qu'on déverse dans le reste du monde. Non, c'est un pays où la capacité à progresser, à capitaliser sur ce qu'on a copié des autres pour devenir les premiers dans un grand nombre de secteurs est considérable. Ça ne veut pas dire qu'ils y soient, mais ça veut dire qu'ils exercent une menace à l'égard notamment des Américains, ça pourrait être le cas à notre égard aussi d'ailleurs, une menace mondiale. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils n'ont pas les moyens de mettre à profit ces capacités-là ou ce savoir-faire-là, moi ce que je comprends, c'est qu'ils essayent de le vendre sous forme en augmentant leur influence géostratégique dans le monde émergent. Et c'est plus les nouvelles routes de la soie de 2013. Ils se sont mis, la plupart des pays ados dans lesquels ils ont déployé des infrastructures absolument mortifères sous coup d'endettement que les pays n'ont pas pu honorer. Aujourd'hui, c'est finalement, et là Trump aide plutôt la Chine, il déroule même un tapis rouge en supprimant l'USAID, il déroule un tapis rouge à la politique de développement de la Chine qui veut avec Xi Jinping apparaître comme le grand frère des pays en développement, du multilatéralisme, notamment quand il concerne les BRICS élargis et le Sud global, et des aides, alors aide au développement, c'est autre chose que ce qu'ils avaient fait en 2013. Aujourd'hui, c'est de la culture, c'est de l'investissement dans l'enseignement, c'est de l'investissement dans l'énergie. Ils ont produit des panneaux solaires à ne plus savoir qu'en faire, si ce n'est de la déflation à terme, ce qu'ils vivent depuis plusieurs années aujourd'hui. Et donc maintenant, ils arrosent le monde émergent de panneaux solaires. Mais ça, c'est la fourniture d'électricité, qui est un symbole de puissance, qui a toujours été un symbole de puissance et d'influence magistrale, et qui leur ouvre des portes. Ça ne veut pas dire que ces portes ne vont pas se refermer, mais pour l'instant, ils sont effectivement portés quand même par ces progrès, et leurs difficultés domestiques les incitent à aller chercher ailleurs le moyen de survivre. Et je ne sais pas, in fine, qui gagne dans cette histoire, et si finalement la Chine n'a pas les moyens quand même d'aller très loin. Vous allez dans les pays en Amérique latine ou quoi, vous voyez des villes ou des bidonvilles, qu'est-ce que vous voyez au-dessus? Vous voyez ça fait plusieurs années que ça dure, des tout petits panneaux comme ça, là, ils font 20 cm, 30 cm, panneaux solaires, il y en a partout. Vous vous promenez à l'intérieur, qu'est-ce que vous voyez dessous? Eh bien, des gens avec leur téléphone. C'est pas des téléphones Apple qu'ils ont, c'est des téléphones chinois. Et demain, ils sont connectés et à l'intelligence artificielle, certainement pas américaine, mais au réseau chinois. Et tout ça, c'est de l'influence géostratégique qui est considérable et dont on a beaucoup de mal à mesurer la véritable influence à terme. Donc, je dirais, n'oublions pas cette dimension géostratégique et idéologique que diffusent les uns et les autres, et face à laquelle malheureusement l'Europe n'est pas très active pour diffuser ses valeurs, et c'est bien là qu'on pourrait quand même se plaindre ou être triste. Si vous êtes intéressé d'ailleurs par la puissance chinoise, il y a une table ronde demain à laquelle je vous invite à assister demain à 14h30 à l'amphithéâtre Drouot. Et il y avait donc quand même une question sur la réaction des marchés internationaux, toute la politique de Trump. Éric Monet, qu'est-ce qu'on observe pour l'instant? Oui, donc sur la question des investisseurs, effectivement, pour l'instant, quand on repasse un peu les derniers mois, il y a eu de nombreuses annonces en disant que les marchés allaient s'écrouler parce que Trump faisait peur au marché. Et c'est vrai qu'a priori, les mesures qu'il a passées
si on suit ce qu'étaient les discussions en économie ces dernières années, on aurait dit quelqu'un qui fait ça, qui fait pression sur la banque centrale, qui veut imposer la détention de sa dette à l'étranger, etc. Les marchés vont sanctionner et tout ça. Et c'est pas ce qui se passe. Donc on voit quand même au mieux un attentisme et quelquefois sur certains points un soutien du marché. Mais ça c'est quelque chose où en fait pour l'instant on va dire que là je ne veux pas parler au nom de tous les économistes, mais en tout cas ce que je vois parmi les gens qui commentent à la fois les marchés ou qui commentent l'actualité, c'est qu'il y a pour l'instant, on ne sait pas vraiment, quoi. Je pense qu'il y avait une attente que les marchés allaient beaucoup plus réagir. Et pour l'instant, on ne voit pas ça pour deux raisons. La première, c'est que les marchés eux-mêmes en fait, attendent de voir ce qui va se passer. Il y a une grande incertitude. L'incertitude a quand même causé une augmentation des taux d'intérêt sur la dette américaine, mais pas non plus massive. Une baisse du dollar, mais pas massive. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'il y a un attentisme. La deuxième chose, ça c'est surtout vrai au sein des États-Unis, c'est-à-dire qu'on voit un changement où en fait, on passe quand même d'une économie libérale où en fait globalement quand même le mécanisme concurrentiel fonctionnait même s'il y avait des gros oligopoles, enfin des gros monopoles dans certains domaines, à une économie où là en fait on voit prendre une économie qui existe dans d'autres pays dans le monde plutôt autoritaires où en fait aujourd'hui pour obtenir des contrats il va falloir il est sans doute mieux de se faire bien voir de l'administration que d'être meilleur sur les prix ou la qualité, ou en tout cas d'être meilleur sur les prix et qualité risque de ne pas suffire par rapport à ce que peut être de se faire bien voir de l'administration. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises, d'investisseurs qui vont essayer de jauger un petit peu, et pour l'instant, en tout cas, on n'a pas vu les marchés dévisser. Mais là encore, comme disait d'ailleurs Véronique, c'est-à-dire que les investisseurs, c'est un peu différent entre si on parle de la dette américaine, du marché des actions, du marché des taux de change. Donc il faudrait rentrer dans les détails, mais bon, pour répondre un peu rapidement à la question, et pour encore plus rapidement à la première question, mais j'étais d'accord avec ce qu'elle disait, c'est-à-dire que, je ne vais pas synthétiser, mais pour l'instant, la Chine n'est pas forcément les grands gagnants, et ce qu'on voit, et ça recoupe avec le point que faisait Guillaume Duval tout à l'heure, avec lequel je suis d'accord, c'est que par contre, on voit émerger l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, des pays qui essayent d'amener une alternative. Mais pour revenir à ce que disait aussi Véronique, c'est-à-dire que c'est quand même tout ça est conditionné à la couleur politique des gouvernements. C'est-à-dire qu'évidemment, quand c'était Bolsonaro, c'est pas la même chose que quand c'est Lula au Brésil. Donc on est quand même dans ce truc où il est très très difficile de faire des prévisions géopolitiques, et y compris pour l'Europe, où en fait il y a des allégeances politiques, où il y a au contraire des stratégies de certains grands pays de se détourner. Mais pour l'instant, je dirais que plutôt Trump a renforcé des pays comme l'Inde, le Brésil, voilà, de trouver une voie entre la Chine et les États-Unis. Et donc l'enjeu pour l'Europe est vraiment, à mon avis, de faire, je ne sais pas si faire alliance, mais en tout cas de prendre en compte cette nouvelle reconfiguration géopolitique et de réussir à se tourner aussi vers ces pays. Merci à tous. Alors je crois qu'il est l'heure qu'on libère la salle. Merci à tous et n'hésitez pas à revenir pour d'autres tables rondes de CGEA. Vous venez d'écouter un podcast d'Alternatives économiques, une série enregistrée au cours des Journées de l'économie autrement en novembre 2025. Retrouvez tous les épisodes de cette série et nos autres podcasts sur la chaîne YouTube d'Alternatives économiques.